Voilà, donc aujourd'hui on va continuer notre discussion du processus de collision à très haute énergie dans la théorie des cordes, mais avant de continuer depuis la semaine passée, je vais rappeler la dernière partie du deuxième cours, parce que je pense qu'on est allé un peu trop vite à la fin. Et avant encore de dire ça, juste une petite remarque. J'ai vu que dans les notes que j'ai distribuées, il y avait une petite confusion de notation entre la longueur des Planck à 4 dimensions, la longueur des Planck à 2 dimensions, à grande D dimensions, même chose pour la constante de Newton ou pour la masse de Planck. Donc, dans les sites du collège, disons, les versions qui sont chargées sur les sites du collège, j'ai corrigé, si vous voulez les regarder et corriger les vôtres aussi. Disons, maintenant, LP, ça veut dire la longueur de Planck en 4 dimensions, comme défini par M. Planck, qui vaut tant de centimètres et tout ça. Et quand il y a un index grand 2, ça veut dire c'est l'extension du concept à un nombre arbitraire de dimensions. Voilà. Donc, pour commencer, c'est ce qu'on doit retenir surtout du cours de la semaine passée, c'est qu'il y avait des critères d'effondrement. Et j'ai recopié, disons, c'est ce qu'on avait dit comme exemple, parce qu'on peut faire beaucoup de cas différents. Dans le cas de collision des particules sans dimension, sans taille, avec un paramètre d'impact B, on avait dit que ces critères de trouver un horizon nous donnaient une valeur critique pour les rapports R sur B, où je vous rappelle que R, grand R, dénote toujours ces rayons de Schwarzschild associés à l'énergie de la collision. Donc, ça veut dire que si R est plus grand que 1,25 fois B, il y a sûrement effondrement. La borne nous dit qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il arrive si R est plus petit de ce nombre-là. Et d'une façon analogue, si on fait une collision entre deux disques, si vous voulez, des crêpes très fins, des dimensions, des tailles grande L, là aussi il y avait un rapport critique qui était plus petit que 1. Donc, il faut se rappeler que toujours, comme c'est intuitivement clair, il faut beaucoup d'énergie concentrée dans une région suffisamment petite d'espace pour avoir l'effondrement. Et donc là, c'est une façon quantitative de dire cette chose-là. Alors, quand on fait des collisions de cordes par rapport à des collisions des objets sans taille, il y a ces paramètres LS qu'on a vu plusieurs fois, qui jouent un peu le rôle des dimensions de ces faisceaux du disque. Et donc, on a dans le problème 3 échelles de longueur, les paramètres B de l'impact de la collision, les rayons R qui est l'énergie et la longueur des cordes. Et comme on a ces 3 longueurs, on peut faire une première grosse distinction entre 3 régimes que j'appelle la bande large, parce qu'après on va faire des choses un peu plus fines, qui dépendent de laquelle entre les 3 longueurs domine sur les 2 autres. Donc, on a un cas où B est plus grand que les autres, où L, la longueur de la corde, est la plus grande entre les 3. Et après, il y a un régime où, si vous voulez, c'est grand R qui domine sur l'autre. Donc, comme j'expliquais que grand R favorise
l'effondrement, c'est clair que c'est là, dans ce régime 2, qu'on va trouver éventuellement des phénomènes liés à l'effondrement gravitationnel. Alors, j'anticipe déjà que ces 3 régimes deviendront bientôt de l'ordre de 6 régimes un peu plus, avec une caractérisation un peu plus fine. Donc, les 3 régimes sont indiqués dans un diagramme comme seulement le rapport des différentes échelles est important. Disons, on a un plan où on met les R et B. Vous verrez cette figure-là plusieurs fois. Et on a appelé comme ça conventionnellement le régime 1 où B est plus grand que LS et R. 2 où c'est R qui est plus grand des autres. Et finalement le régime 3 où c'est la longueur de la corde qui domine. Donc c'est dans le régime 3 effectivement qu'on s'attend à voir des nouveautés liées au fait qu'on fait des collisions de cordes et pas des collisions de points matériaux. Bon, j'ai illustré dans des petits dessins la caractéristique des différents régimes. C'est très, très élémentaire. Juste pour préciser un peu mieux. Donc, les régimes, si vous voulez, 1 ou B dominent sur les autres échelles. Vous voyez, là, j'ai dessiné en rouge toujours les rayons gravitationnels. En bleu, les dimensions de la corde, la taille de la corde. Donc, là, B est beaucoup plus grand que les rayons gravitationnels. Et j'ai dessiné les cordes comme si c'était des petits points. Donc, ça, c'est le régime-là. Là, on peut aller dans un régime où B est encore grand par rapport à R, mais la longueur de la corde est finie. Donc, elle peut jouer un rôle. Après, on peut aller dans un régime où les cordes sont très grandes par rapport à l'échelle gravitationnelle et aussi aux paramètres d'impact de la collision. Et on fera même les cas où, comme ici, où on envoie les paramètres d'impact vers 0 et on peut obtenir une situation qui est à symétrie cylindrique qui nous aidera à simplifier les calculs. Et finalement, il y a ce régime qui est le plus difficile où c'est le rayon de Schwarzschild, R, qui domine sur les autres échelles et c'est là qu'on s'attend à trouver l'effondrement gravitationnel. Alors, ça, je l'avais déjà la semaine passée. Peut-être on ne va pas y revenir trop longtemps, mais disons, c'est toute une liste de questions qu'on veut se poser au niveau de la mécanique quantique par rapport à la description purement classique en relativité générale. Donc, on se pose plusieurs questions qui sont liées finalement à ce problème de l'information. Est-ce qu'il y a une perte d'information dans le sens de la mécanique quantique quand on fait des collisions et on crée des trous noirs? Voilà, je vous laisse comme ça. Ça faisait partie de la discussion de la semaine passée. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, on commence avec vraiment les sujets de cette semaine. Et j'aimerais commencer avec une petite considération qui est quand même très importante du point de vue conceptuel. On a dit qu'on fait des collisions des cordes au niveau quantique, mais vous vous rappelez qu'on a dit plusieurs fois qu'on ne peut pas quantifier la corde dans n'importe quel fond, dans n'importe quelle métrique. Ça, c'était à cause des anomalies bidimensionnelles qui sont sacrées, qu'on ne peut pas briser. Et donc, c'est pour ça qu'on avait obtenu des conditions sous le champ où la corde se propage. Donc, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'on peut espérer de pouvoir étudier, disons, ce processus où il y a des métriques compliquées, type gravitationnel, qui sont produites dans les processus. Et en effet, la réponse à cette question est assez simple.
on va effectivement considérer ces collisions des cordes dans un espace-temps plat à 10 dimensions, parce que c'est, pour des supercordes, c'est la bonne dimension où on peut effectivement quantifier la corde sans avoir des problèmes de fantômes et d'autres anomalies. Et donc, l'exercice sera de voir que la géométrie de l'espace-temps va sortir du calcul. Elle n'est pas mise dedans. Je vous ai parlé la semaine passée de la métrique associée à une particule à énergie E, à masse nulle, Eichelbusch-Sechsel et tout ça. Mais on ne va pas mettre ça comme hypothèse. On va faire des calculs dans l'espace-temps que la corde aime bien, et on va voir si les résultats de la collision sont en accord avec une description alternative qui utilise une métrique efficace. Voilà, donc on va voir un espace-temps courbé comme un phénomène émergent du calcul, du processus. Et c'est, je pense, quelque chose d'important dans la théorie des cordes, de bien voir cette géométrie émerger comme un phénomène efficace et pas quelque chose qu'on a mis dedans. Alors, une petite digression aussi. On va utiliser beaucoup dans le calcul, pour simplicité, c'est ce qu'on appelle la matrice S élastique. Donc, je vais passer deux transparents pour décrire un petit peu qu'est-ce que c'est la matrice S élastique. Simplement, on a cet opérateur S qu'on a discuté la dernière fois, qui nous donne l'amplitude de probabilité qu'un certain état initial évolue dans un autre état, disons, final. Bon, la matrice S élastique, c'est cet opérateur-là. On prend l'élément de matrice entre deux états et on va, dans notre cas, limiter à des états de deux particules, ou deux cordes, qui diffèrent dans l'état initial et final seulement à travers leur impulsion. Donc, on appelle ça la matrice S élastique. Donc, il n'y a pas un changement, par exemple, des types de particules dans la collision. Par exemple, en physique d'accélérateur, électron-positron qui donne électron-positron, mais avec un angle de diffusion, c'est un processus élastique. Électron-positron qui donne muon anti-muon, ce n'est pas un processus élastique. Ou électron plus positron plus un gamma, un photon, ça c'est un processus inélastique. Alors, si on impose la conservation de l'énergie et de l'impulsion et l'invariance de Lorentz, on trouve que cette matrice S élastique peut dépendre que de l'énergie dans les centres de masse, racine de S, et dans l'angle de diffusion dans les centres de masse qu'on appellera θ. Et on peut prendre donc cette quantité, fonction de deux paramètres, on peut les développer en série de polynômes de Legendre, que vous connaissez, j'imagine, πj de cosinus θ, et les coefficients de ce développement correspondent à la matrice S, mais projetés sur un état à un moment cinétique fixé. Donc, les coefficients de πj est la matrice S à énergie E, mais à un moment cinétique J. Je vous rappelle que l'énergie et le moment cinétique les deux sont conservés dans le processus. Et ça, c'est bien parce que vous vous rappelez que notre description des trous noirs utilise comme nombre quantique du trou noir précisément, s'ils ne sont pas chargés, disons, l'énergie ou la masse, ça c'est l'énergie dans le système de repos,
donc c'est comme la masse, et les moments cinétiques. Donc c'était les deux paramètres qui rentrent dans les trous noirs du type Kerr. Donc c'est bien d'étudier ces matrices S dans ces variables-là. Finalement, la connexion entre J et les paramètres d'impact, disons, en général c'est un peu compliqué, mais à grand G, si J est beaucoup plus grand que 1, en unité de H bar, B, qui est le rapport entre J et 2E, on peut l'interpréter comme les paramètres d'impact de la collision. Vous pouvez facilement calculer les moments cinétiques d'une collision à énergie E, donc les deux particules ont chacune. Je pense que là, j'ai fait peut-être une erreur d'un facteur 2 quelque part, mais disons, E fois B donne les moments cinétiques. Et une chose qu'on va utiliser souvent, c'est que B et Q, vous voyez, sont deux façons alternatives de décrire la matrice S élastique, sont liées, à nouveau pour J grand, à travers une simple transformation de Fourier. La transformation de Fourier a lieu dans un espace B, c'est le paramètre d'impact, donc c'est un vecteur en 2-2 dimensions parce que c'est transverse à la direction des collisions et donc c'est une transformation de Fourier en grand 2-2 dimensions. Voilà. Alors, on a parlé la dernière fois de l'unitariété de la matrice S, qui est rien d'autre que la conservation de la probabilité, donc la somme des probabilités que n'importe quoi se passe doit donner 1. Donc, c'était cette équation S d'Agre S égale 1. Je peux prendre cette équation entre des états à deux particules, comme je l'ai décrit tout à l'heure, avec un E et un J fixe. Si E ou J diffèrent des deux côtés de ces valeurs d'expectation, on obtient 0 à cause de la conservation de E et de J. Donc, cette équation-là, je peux la réécrire en introduisant ce qu'on appelle un état, un ensemble complet d'états, que c'est ces sommes sur n, mais évidemment toujours avec une énergie totale E et un moment cinétique total J à cause de la conservation. Et après, je peux isoler dans cette somme sur n à nouveau l'état initial ou final ici, et amener les restes de l'autre côté de l'équation. Et donc, j'écris ça. Mais ça, c'est rien d'autre que la matrice S élastique, valeur absolue au carré, à cause des règles normales des opérateurs, qui est donnée par 1 moins tout ça. Et tout ça, c'est quelque chose à nouveau de positif, ou éventuellement nul, mais pas négatif. Et donc, j'écris ça de cette façon-là. Donc, on voit que la matrice S élastique, elle a une contrainte à cause de l'unitariété que son valeur absolue au carré doit être plus petit que 1 et les défauts, disons, par rapport à 1, c'est donné par une somme sur tous ces états, tous ces processus inélastiques. Voilà. Par conséquent, je peux prendre quelque chose qui a une valeur absolue plus petite que 1 et l'écrire comme l'exponentielle d'une phase, mais laquelle phase a une partie réelle et une partie imaginaire. Et j'appellerai la partie réelle de delta, on l'appelle généralement les phase shift, parce que c'est une phase qui est shiftée par rapport à la phase libre quand il n'y a pas d'interaction. Quand il n'y a pas d'interaction, tout est 0 et la matrice S est égale 1.
Donc là, c'est un déphasement, phase shift, déphasement, je pense en français. Et la partie imaginaire de delta, qui doit être positive, nous donne ce facteur exponentiel moins 2 imaginaire de delta, qui donne une suppression de la probabilité que le processus élastique a lieu. Et donc, si vous voulez, la probabilité que le processus soit élastique est exponentielle moins 4 imaginaire delta, parce que je dois prendre les valeurs absolues au carré pour trouver la probabilité, et le reste, c'est ce qu'il va dans tous les autres processus qui ne sont pas élastiques. C'est très banal, mais disons c'est bien d'avoir ça fixé parce qu'après on va parler de delta réel, imaginaire et tout ça. Donc vous savez qu'est-ce que ça veut dire en termes physiques. Alors, on avait noté déjà vers, bon peut-être même avant, mais sûrement vers moitié des années 80, que si on prend la matrice S élastique de la corde au niveau arbre, donc sans boucle, on trouve que cette amplitude S élastique croît tellement rapidement avec l'énergie qu'à très haute énergie, on excède la borne de l'unitarité. C'est-à-dire que les valeurs absolues de S deviennent plus grandes que 1. On fait le petit calcul, c'est assez simple. On trouve qu'en effet, ces quantités-là croient comme S, donc comme E2. Et tout le reste étant constant, à J fixe, disons nécessairement à très haute énergie, cette amplitude élastique brise les bornes de l'unitarité. Mais ça, comme je l'avais déjà expliqué, la raison pour mettre les boucles dans la théorie des champs, c'est, disons, ce n'est pas tellement grave, parce que ça veut dire que les corrections à boucle doivent intervenir justement pour restaurer l'unitarité. Donc, on s'était rendu compte de ces faits-là et plusieurs groupes se sont mis à travailler sur comment corriger ces processus à haute énergie pour avoir l'unitarité. Et disons, on a suivi deux voies différentes. Il y avait le groupe de David Gross et collaborateurs, et après un groupe que je me rappelle en 1987, dans l'espace d'une semaine, il y avait 3 papiers. Un, c'était de M. Toft. Donc, on était en bonne compagnie parce que Gross est devenu prix Nobel et Toft aussi. Et après, Muzinich et Soldate. Et ACV, pardon, c'est Amati, Ciafaloni et moi-même. Et après, il y a eu toute une suite de travaux, et même à ce jour-ci, je travaille sur ce sujet pour dire que c'est quelque chose de très riche qu'on peut continuer à excaver. C'est comme un puits. Bon, j'ai mis là certaines références, mais ce n'est pas complet. Et si quelqu'un d'entre vous a vraiment un intérêt particulier, je peux donner vraiment les références exactes. Alors, la chose intéressante, c'est que ces deux approches sont très, très différentes. Ils partent, si vous voulez, des deux extrémités opposées. Ils sont justifiés chacun dans un certain régime, un certain espace des paramètres de la collision, mais heureusement, il y a un domaine commun où les deux approches devraient être bonnes. Et là, effectivement, on peut les comparer et, comme on va le voir plus tard, on trouve un accord quasi parfait, en dépit des méthodes totalement différentes qui sont utilisées dans les deux approches. Alors, brièvement, sous l'approche de Gross, Mende et Auguri, et après suivi, il y a même aujourd'hui des travaux sur cette question-là. Alors, ils ont attaqué le problème de la façon suivante. On prend loop by loop pour chaque genre de la surface de Riemann.
On appelle ici H le nombre de boucles, pour raison historique. C'est effectivement les petits G, les gens de la surface de Riemann qui comptent le nombre de boucles. Et ils ont fait un petit calcul de l'amplitude. J'aurais dû probablement l'appeler S élastique pour cohérence avec ce que j'avais écrit avant. Peut-être je vais le corriger. Mais disons, c'est un peu la même chose. Et ils ont trouvé qu'à grandes énergies, et si on fixe l'angle, donc eux, ils travaillent à angle fixe et énergie. On fixe l'angle, disons 90 degrés, un angle très grand, et après on envoie S vers l'infini et on cherche comment l'amplitude de collision se comporte. Là, on n'a pas de problème avec l'unitarité parce que, par contre, l'amplitude décroît d'une façon exponentielle avec l'énergie. Donc, pas de danger avec l'unitarité, si jamais c'est le contraire. Et entre parenthèses, les cas H égale 0, que ça veut dire le niveau arbre, c'était décrit déjà dans mes notes de l'année passée. Vous pouvez les retrouver avec une formule comme ça. Mais la découverte, si vous voulez, de Gross et Mende fut de trouver que plus grand est H et plus petite est la suppression. Parce que si ce dénominateur croît, effectivement, l'exponentielle tue toujours, mais un peu moins vite que si H est petit. Donc, les plus grands, les genres de la surface ou le nombre de boucles, et les plus petits, c'est l'exponentielle. C'est quelque chose de bien, parce qu'en effet, cette dépression exponentielle, physiquement, elle n'est pas bonne, comme on va voir. Alors, comme chaque terme semblerait être plus important que les précédents, ce n'est pas facile de faire une somme sur H, parce que chaque terme tend à être plus important. C'est vrai qu'il y a un petit facteur devant qui est toujours plus petit, parce que si la constante de couplage est petite, plus grand est H, plus petit est Gs à la puissance de H. Mais disons, il y a une compétition entre la petite constante de couplage et l'exponentielle. Bon, alors ils ont fait un travail assez considérable pour faire une resommation avec des techniques de Padé, et ils ont pu justifier les résultats, mais seulement dans un intervalle assez étroit et probablement trop restrictif. Vous voyez, c'est un intervalle logarithmique. Donc, il peut faire la somme, mais pas à énergie infinie, mais seulement à énergie grande par rapport à la masse de la corde, mais, disons, entre deux bornes logarithmiques dans la constante de couplage. Bon, bref. Alors, je garde ça pour l'instant et on va faire la comparaison entre... On va donner les résultats et la comparaison plus tard, mais aujourd'hui. Donc, par contre, l'approche que je dénote comme ACV dorénavant, elle part d'une façon complètement différente. D'abord, on travaille directement avec la matrice S dans l'espace B, si vous voulez, dans les moments cinétiques, parce que B c'est lié à J. On va à des énergies très grandes, à grand comme vous voulez, arbitrairement grand, mais en gardant B suffisamment grand par rapport à l'énergie. Donc on va dans ce régime, pour l'instant, où B est beaucoup plus grand que le fameux rayon gravitationnel associé à l'énergie, qui a en deux dimensions et donné par une formule comme ça. Alors, seulement après avoir... et on fait ces calculs-là à tout ordre dans les boucles.
donc pour chaque valeur de h, et merveille, on arrive à sommer la série en h. Après avoir fait la somme de la série, on fait la transformation de Fourier pour passer de B à Q. Et Q est l'angle de collision fois E si E est petit. Donc là, par contre, on se limite à des angles de déflexion petites, tandis que Gross et Tal avaient pris angle grand ou n'importe quoi. Là, on prend petit angle, mais fixe. Et on fait cette transformation de Fourier et on va regarder s'il y a des contributions à la transformation de Fourier qui viennent de la région de B, parce que la transformation de Fourier donne une intégrale sur B, et on regarde s'il y a des points, des sels, qui contribuent. Et bien sûr, on en trouve, et donc on peut faire le calcul et on obtient même donc l'amplitude de collision à petit θ, mais fixe. Et entre parenthèses, on résout en même temps les problèmes de la violation de l'unitarité. Et après, petit à petit, on essaie d'augmenter θ et de pénétrer dans la région où B est de l'ordre de R, donc la région où on s'attend de trouver l'effondrement. Et l'autre chose importante, c'est qu'aller à des énergies très très grandes au-delà de l'échelle de Planck n'est pas vraiment un problème. En effet, elle facilite la tâche de faire les calculs parce que c'est dans cette approximation-là qu'on peut, dans cette limite-là qu'on peut utiliser une approximation, on verra bien, semi-classique. Et la dernière chose à souligner, c'est qu'aller dans ces processus-là à des énergies transplanckiennes ne correspond pas du tout à aller à étudier de la physique à de toutes petites distances subplanckiennes. Hein? On aurait dit intuitivement, on va à des énergies superplanckiennes, on étudie de la physique subplanckienne. Ce n'est pas vrai. Hein? On va expliquer ça tout à l'heure. Heureusement, parce qu'autrement, on serait perdu. Alors, comment les choses se présentent du point de vue de cette approche qui part directement dans l'espace énergie et paramètres d'impact. Bon, pour faire une longue histoire bref, c'est ce que les calculs et des arguments généraux montrent, c'est que si on va effectivement à de très très hautes énergies transplanckiennes, on peut justifier que la matrice S prend cette forme exponentielle de quelque chose. Cette exponentielle, c'est l'exponentielle qu'on obtient avec la somme de la série perturbative en boucle. Donc, si vous voulez, la série devient une série exponentielle, fort heureusement, qui converge partout, donc on peut faire la résummation. Et la chose significative, c'est que c'est ce qu'on trouve à l'exposant, c'est rien qu'une action classique divisée par la constante de Planck. Bon, c'est très typique d'une limite semi-classique. Hein? On a une action qui est grande par rapport à h bar, et donc c'est dans l'air limite où l'action classique est grande par rapport à h bar qu'on peut justifier une limite classique d'une théorie quantique. Alors, on regarde un peu de près qu'est-ce que c'est cette action classique, et on trouve qu'elle va justement comme la constante de Newton. Là, j'aurais dû mettre un index grand 2 pour dire on est en grande dimension de l'espace-temps, fois S divisé par h bar. Il y a un coefficient numérique
on connaît, mais je ne l'ai pas mis, c'est un peu compliqué, fois une puissance du paramètre d'impact qui est 4 moins 2. Donc, à 4 dimensions de l'espace-temps, c'est b à la puissance 0, mais comme il y a aussi un facteur d-4 dénominateur, à un constant infini près qui n'a pas de conséquences physiques, c'est un logarithme. Hein. En 4 dimensions, on obtiendra un logarithme. Alors, cette structure-là, pardon, je trouve plus mal, voilà. Ça, c'est l'action est grande parce que S est grand. Ou si vous voulez, G fois S est grand. Ça veut dire justement parce qu'on est à des énergies transplanckiennes qu'on peut dire qu'on a une grande action par rapport à H. Alors, cette structure-là multiplie un premier terme qui vaut 1, et après, il y a toutes sortes de corrections. Et les corrections sont de plusieurs types. Certains, on va les négliger tout le temps. Ce sont des corrections qui vont avec la longueur des Planck divisée par les paramètres d'impact. On ne va pas s'intéresser à cette région-là. Il y a d'autres corrections qui contiennent encore des puissances de H bar. On va tout négliger parce qu'on est à des énergies transplanckiennes. Et par contre, on va se concentrer sur 2 types de corrections. Donc, d'abord, cette première ère, on va discuter les 1, si vous voulez. Et dans la deuxième ère, on va discuter ces corrections-là. Et la prochaine fois, on va discuter ces corrections-là. Donc, vous voyez, les 2 corrections à 1 sont caractérisées par les rapports R sur B. Donc, ce sont des corrections qui deviennent importantes quand on s'approche à la région de l'effondrement, parce que R de l'ordre de B ou R plus grand que B correspond aux critères d'effondrement. Et les corrections LS sur B correspondent à des corrections qui sont dues à la taille finie de la corde. Voilà. Et les 1 lui-même, il découle des diagrammes très simples où ça sont les 2 cordes initiales, les 2 cordes finales, et on échange des gravitons. Mais on les change dans la théorie des cordes. Hein? Mais ils sont essentiellement des gravitons qu'on échange, et on étudie la somme de ces diagrammes-là où on doit aussi mettre des diagrammes croisés, hein, où les lignes des gravitons sont émises ici et réabsorbées là, et tout ça. Et c'est bien connu que ces diagrammes-là, qu'on appelle des iconales, on peut souvent faire la somme jusqu'à l'infini, faire une resommation, et ils donnent l'exponentielle. Donc, si vous voulez, on obtient l'exponentielle de l'échange d'un seul graviton. Hein? Grosso modo, c'est ça qui nous donne les 1. Mais après, il y aura les corrections. Et là, il y a un point très important à souligner. On dirait que les corrections sont petites chaque fois que R sur B est petit ou chaque fois que L sur B est petit. Ça, c'est vrai, mais jusqu'à un certain point. La raison, c'est que 1, c'est réel, n'est-ce pas? 1, c'est un nombre réel qui multiplie quelque chose de réel, et il y a un I devant. Donc ça, c'est une phase, c'est une pure phase. Mais dans les corrections, il peut y avoir des parties imaginaires. Vous voyez cet imaginaire de delta, il n'est pas là au niveau du 1, mais il peut bien être caché dans les corrections. Et effectivement, on trouve qu'il y a des parties imaginaires, donc il y a des autres I qui multiplient les corrections, et I fois I, c'est moins 1. Et donc, il nous donne la suppression du processus élastique. Donc, on doit garder au moins l'ordre minimal auquel on a
cette partie imaginaire. C'est pour ça, disons, que les trois régions qui distinguent, disons, quand les corrections deviennent grandes ou ça, elles se multiplient, si vous voulez, à cause de ce phénomène-là. Et donc, on arrive finalement, avec une structure un peu plus fine, à identifier 6 régions qui, là, disons, sont décrites en mots et après dans un petit diagramme. Alors, en mots, on peut dire qu'il y a un régime des petits angles de diffusion et processus élastiques. Donc, il n'y a pas de pertes de probabilité vers d'autres voies. Mais après, on peut avoir des effets de cordes qu'on va discuter aujourd'hui dans la deuxième heure, qui viennent de deux types différents. Il peut y avoir des excitations de la corde. Donc, la corde arrive dans l'état de masse plus basse, par exemple 0, et après est excitée dans le processus, ou on peut carrément produire d'autres cordes. Dans le processus, on part avec 2 cordes et on arrive avec 1 million de cordes, okay, par exemple, à très haute énergie. Et après, il y a quatrième régime, c'est où on a des processus non élastiques, disons, qui correspondent à l'émission d'ondes gravitationnelles dans le processus, parce que dans un processus dominé par la gravitation à grandes énergies, on s'attend à avoir des émissions d'ondes gravitationnelles et on les trouve. Finalement, et là c'est tout à petit angle. Vous voyez que même à petit angle, on peut avoir beaucoup de processus et finalement, on peut arriver à des processus avec des grands angles de diffusion et finalement à l'effondrement gravitationnel. Alors, pour décrire ces différents processus, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais disons c'est utile d'avoir le même diagramme qu'avant, sauf que là, je suis dans une échelle double logarithmique. Et c'est juste pour vous illustrer. Donc, c'est essentiellement les diagrammes qu'on avait avant. Hein. Dans l'autre figure, il y avait ces carrés-là, et après ces diagonales-là. Et il y avait 1, 2, 3 comme région. Bon, là, il y en a 6. Là, on trouve la région 1, où il y a que de la collision élastique et des petits angles de déflexion. Mais par exemple, si on va en dessous de la ligne bleue, là, on trouvera l'excitation, des phénomènes d'excitation de la corde. Si on va dans la région 3, la région dominée par la taille de la corde, on trouvera production de cordes, de beaucoup de multiplicité de cordes. Si on va à droite de la ligne verte, on trouve de l'émission d'ondes gravitationnelles. Après, disons, comme je suis dans un diagramme logarithmique, toutes ces lignes-là correspondent à des rapports fixes entre B et R, hein, comme je suis dans un dessin logarithmique. Et donc, comme on s'approche de cette ligne-là, on a des angles de déflexion toujours plus grands. Et finalement, si on passe cette deuxième ligne rouge, on s'attend d'avoir effondrement ou l'équivalent de l'effondrement dans les cas quantiques. Voilà, donc il y a ces 6 régimes. Et donc, grosso modo, juste pour vous expliquer, aujourd'hui, première heure, on va discuter ces régimes-là. Deuxième heure, on va discuter cet effet de cordes, donc la 2 et la 3. Et la semaine prochaine, on va discuter la raison 4, 5 et 6. Plus, il y aura quelque chose sur les brins. Voilà. 32, oui, je pense que je suis bien avancé. Donc, on commence avec cette région-là, hein, dans les diagrammes plus simples, ou cette région-là dans les diagrammes un peu plus compliqués. Au moins, ces deux choses vont
rapidement. Alors, j'ai décidé de vous présenter d'abord la dérivation, la démonstration des Toft de 1987 de ce régime-là. Bon, Toft, comme beaucoup d'autres, travaille juste sans les cordes, hein, donc il fait des collisions des petits points matériaux. Mais, si vous voulez, Toft, il ne fait pas ce qu'on a dit de faire, d'étudier la collision dans l'espace-temps plat et voir la métrique émerger. Donc, je l'ai fait parce qu'après, on va comparer Toft à l'autre méthode. Alors, Toft, qui est un type génial, hein, je ne sais pas si vous le connaissez, et il a eu cette idée. Il a dit, bon, j'ai cette collision entre deux particules à très haute énergie, et au lieu de me mettre dans les systèmes du centre de masse, où les deux particules ont la même énergie, mais une impulsion opposée, je me mets dans un système de Lorentz asymétrique, où une particule, disons A1, a une impulsion et une énergie très haute, tandis que l'autre, elle a une impulsion, petite impulsion. Donc, P1 plus est très grand et P2 moins est très petit. Et le produit des deux est en variante de Lorentz, donc on ne peut pas jouer sur le produit, mais à produit fixé, je peux prendre une chose grande et l'autre très petite. Donc, je l'ai dessiné comme ça pour dire que la particule 1 voyage de gauche à droite avec une très haute énergie, la particule 2 voyage de droite à gauche, mais avec une petite énergie. Alors, le raisonnement de Toft est de dire que la particule 1, très énergétique, génère une métrique de Eichelburg-Sechsel, qu'on a écrit la dernière fois. La particule 2 se comporte un petit peu comme une particule épreuve, hein, elle est très mou, donc elle voyage là, mais quand elle croise l'onde de choc, on peut calculer, je vous l'avais dit la dernière fois, il y a un saut dans sa coordonnée x2, plus, en effet, dans la coordonnée x2+. Et les sauts de x2+, est lié à cette fonction phi qui apparaît dans la métrique de Eichelburg-Sechsel, et vous le trouvez dans les notes de la dernière semaine, et la constante de Newton fois l'énergie de la particule 1, parce que c'est elle qui produit la métrique, fois un logarithme, et là, on est à 4 dimensions, donc il y a un log. Alors, je prends ces sauts de x2 et multiplie ça par l'impulsion de la particule 2. Vous savez que la phase, normalement, est exponentielle IPX. Hein? Donc, Toft fait ce calcul-là et dit que les shifts, hein, les sauts de X devient un saut de la phase. Et il a identifié donc ce saut de la phase avec les phase shifts. OK. Brièvement, hein, le raisonnement, c'est comme ça. Et il obtient les bons résultats. Disons, exactement c'est ce qu'on obtient si on fait les choses différemment en faisant cette somme de diagrammes que j'ai esquissé tout à l'heure. La chose un peu bizarre, hein, que je n'ai jamais compris jusqu'à quand on a écrit un papier beaucoup plus tard, c'est que Toft néglige complètement les shifts de x1 dans la métrique produite par la particule 2, disant qu'elle est mou, elle n'est pas trop énergétique et tout ça. Mais vous voyez que les résultats à la fin dépendent d'une façon symétrique de P1 et P2.
Et donc, il aurait pu obtenir un résultat qui est erroné par un facteur 2, mais son génie, disons, il a effectivement obtenu les bons résultats. C'est trop long d'expliquer ici, mais je peux le faire en privé, pourquoi finalement sa prescription marche et c'est la bonne prescription. Alors, ça c'était l'argument de Toft, et comme vous voyez, il utilise d'une façon très lourde le fait que l'espace-temps est courbe. Elle n'est pas plat, il fait le calcul d'une particule dans l'espace courbé produit par l'autre particule. Là, par contre, on prend le diagramme et on essaie de les résumer. Donc là, on travaille dans l'espace-temps plat et on fait les calculs. On fait les calculs et, comme je vous disais, il y a cette exponentiation. Donc, c'est ce qu'il arrive, c'est que la matrice S devient l'exponentielle de I delta, où delta est l'expression, si vous voulez, de la matrice S au niveau arbre. Parce que, disons, si je change qu'un seul graviton, je suis à niveau arbre, je n'ai pas de boucle. Donc, je prends l'amplitude au niveau arbre, je fais cette transformation de Fourier pour passer de ST à E et B, et après, c'est ça qui va être exponentiel. Si je fais les calculs à grand B, j'obtiens ce résultat que j'avais déjà dans la transparence, c'est GS B à la puissance 4 moins 2, 1 D égale 4, avec tous les facteurs dedans, j'obtiens moins I sur 2 GS log B2. Alors, il y a aussi une partie imaginaire dans ce diagramme-là qu'on va discuter dans la deuxième heure, mais je l'enlève tout de suite parce qu'il est très petit à grand B. Vous voyez là, c'est exponentiel moins B2 sur BI2. BI, c'est essentiellement la longueur de la corde à part un logarithme. Donc, un logarithme près, si je vais à B grand par rapport à BI, je néglige la partie imaginaire. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je prends ça avec juste la partie réelle, qui est donnée par cette expression-là, ou un D égale 4 pour cette expression-là, et je reviens, si je vais étudier la physique dans l'espace énergie et impulsion transférée au angle de diffusion, je fais vous voyez, je refais la transformation de Fourier, mais inverse, où je mets la exponentielle I cubé, qui est la définition de la transformation de Fourier, et à la 2i réelle delta, qui est S, dans l'espace et B. Alors, c'est là que j'ai une phase qui oscille d'une façon très rapide, parce que je suis à très grande énergie, et aussi Q est très grand. Donc, je peux utiliser la méthode de la phase stationnaire, et je cherche donc, quand est que la phase est stationnaire, pour évaluer cette intégrale-là. Alors, la phase est stationnaire quand la dérivée par rapport à B est 0. La dérivée par rapport à 0 est Q, ici, plus la dérivée par rapport à B de la partie réelle de delta, qui est B à la 3 moins 2, à quelques facteurs près, fois GS. Donc, j'obtiens que Q égale GS B à la puissance 4 moins 2. Je divise Q par E, qui est la racine de S, pour obtenir θ. Donc, vous pouvez faire le calcul, vraiment, c'est très facile, et trouver que les points où la phase est stationnaire est donnée par une relation de ce type-là. Mais ces relations, je peux la réécrire en exprimant θ, l'angle de diffusion, en fonction de R et de B, et j'obtiens cette formule-là.
Si je fais bien les calculs, je garde tous les coefficients, j'obtiens ici un nombre pur qui est une fonction assez compliquée des dimensions de l'espace-temps. Hein. Mais ça, disons, c'est la dépendance du rapport R sur B. Quand vous voyez en S, oubliez, hein, parce que peut-être je l'utilisais dans un ancien aspect, RS, c'est la même chose que grand R. Hein, c'est toujours la même chose. Donc, quand on fait le calcul complet, on trouve que cet angle de déflexion est exactement, avec tous les facteurs 2 et pi juste, et l'angle de déflexion ou de diffusion pour une particule de preuve qui bouge dans une métrique de Hacker-Bosch-Sexel en dimension arbitraire, produit par l'autre particule. Donc, les résultats, disons, les points de départ de Toft, qui l'a amené à cette formule pour la matrice S, ici est renversé. Hein? On a fait les calculs dans l'espace-temps plat, on regarde les résultats et on dit, dans cette limite semi-classique, on réobtient la relation classique entre énergie, paramètre d'impact et angle de déflexion, comme si effectivement on avait généré un espace-temps courbe à travers ces processus, à travers l'échange de gravitons entre mes deux particules très énergétiques. C'est un point de vue un peu différent de la relativité générale où on pense que la géométrie est la chose importante. Là, disons, c'est les particules qui sont les choses importantes. Cet échange de particules, en particulier les échanges de gravitons, si on échange beaucoup, on obtient des effets qui simulent, si vous voulez, un espace-temps courbé. Donc, la chose à souligner, c'est que dans cette relation-là, prenons celle-là, vous voyez que la valeur de B, qui est importante pour évaluer cette amplitude de diffusion, croît avec l'énergie. Si je fixe θ et j'envoie racine S vers l'infini, B tend vers l'infini. En effet, comme j'avais dit du départ, on peut justifier le tout seulement si B est plus grand que R. Et donc, il doit croître avec l'énergie. Donc, à θ fixe, plus grand est l'énergie, plus grand c'est la valeur de B qui domine l'intégrale. La raison de ça, qui est un peu contre-intuitive, surtout pour un physicien d'accélérateur, on pense que angle fixe, si on augmente l'énergie, on va étudier de toutes petites distances. Ce n'est pas le cas à cause de la gravitation. Parce que, disons, là, c'est une caractéristique de la gravité et qui se manifeste dans le fait que quand on fait cette ressommation exponentielle, on peut évaluer quel est le nombre de gravitons moyens qu'on échange. Donc, si vous voulez, les termes dans la somme qui dominent la somme. Et on trouve que le nombre de gravitons qu'on échange est de l'ordre de croît comme E à la puissance 2. Alors, ça veut dire que même si le transfert d'impulsion est énorme, parce que le θ E est très grand, tend vers l'infini, le nombre de gravitons échangés croît encore plus vite. Et donc, si vous voulez, on peut dire que l'échange d'impulsion, l'impulsion dans chaque graviton qui est échangé est le rapport entre l'impulsion totale et le nombre de gravitons. Et on fait vite un petit calcul et on trouve que Q est effectivement
les BS, le grand B qui domine la transformation de Fourier, qui est grand, et donc le Q de chaque graviton est petit. Si vous voulez, c'est un effet cohérent de tous les gravitons qui en échangent, qui petit à petit fait courber la trajectoire et donne un grand résultat. Je suis pratiquement là. La dernière, c'est juste pour dire que tout ça, c'est très, très bien, très joli, mais malheureusement, il ne va pas nous aider pour aller au-delà de l'approximation leading, disons, où je ne garde pas les corrections. Donc, c'est ce qui a fait possible, a rendu possible l'interprétation du résultat, si vous voulez, à la Toft, ou en termes d'une métrique externe, c'est le fait que les résultats, disons, les déphasements, les phase shifts, étaient proportionnels à S. S est le produit de P1 fois P2. Donc, il se factorise entre l'impulsion d'une particule fois quelque chose qui dépend seulement de l'impulsion de l'autre. Donc, on peut voir ça comme l'effet sur une particule de la métrique produite par l'autre. Mais du moment que je regarde les corrections, je trouve que ces corrections-là, ils vont par exemple comme la puissance 2 de S, donc disons P1 à la puissance D, P2 à la puissance D, et là je ne peux plus faire cette connexion-là. Hein. Donc, effectivement, ça c'est pour dire que cette jolie interprétation du résultat en termes d'une métrique externe marche bien au premier ordre, et c'est pour ça que Toft a facilement obtenu les résultats que nous on a obtenus à travers un calcul assez compliqué, mais disons malheureusement pour aller au-delà, il faut faire mieux. Voilà, alors je suis seulement en retard de 5 minutes, disons, je vous donne les quarts d'heure habituels. À plus tard donc.